Alors pour la suite de notre matinée, j'ai le plaisir de donner la parole à Jean-Pierre Bénézès, qui est médecin. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des soins palliatifs, mais Cicely Saunders, qui l'a fondée avant, était infirmière, puis on lui a dit que si elle voulait se faire entendre, il fallait être médecin, donc elle était médecin. Enfin, c'était une autre époque, hein, mais voilà. Et donc, Jean-Pierre Bénézès est médecin, mais avant, il a été infirmier. Et après une expérience d'infirmier, il a fait des études de médecine. Nous avons eu le plaisir de l'avoir dans le service. Et puis après, il a fait sa carrière comme médecin généraliste et puis dans les soins palliatifs. Et dans cette introduction, je pense que c'est important de montrer finalement que les soins palliatifs, l'accompagnement, c'est autre chose que de la technique, mais c'est autre chose que de la technique. Moi j'avais appris une médecine pour guérir. Et quand je me suis retrouvé interne, chef de clinique en réanimation, un peu cow-boy avec la technique, heureusement qu'il y a des aides-soignants, des infirmiers, qui m'ont fait réfléchir un peu sur le sens de ce que l'on faisait. Alors je les appelais mes consciences ou ma conscience. Une infirmière qui a terminé dans le service qui a terminé sa carrière dans le service de soins palliatifs. Je l'appelais Elisabeth, là, je l'appelais ma conscience. Et alors voilà, les relations que tu sais vraiment, je crois que c'est vraiment important cette dimension du contact, de la relation. Hein, le soin, c'est d'abord une vie de relation. Le protocole vient après. En tout cas, merci. Alors, Jean-Pierre, vous avez même pas ces opéras omnia sur le présentoir. Il a écrit pas mal de livres sur les soins palliatifs. Et il a une pensée qui est, certains diraient, disruptive. Et il l'oblige à penser autrement le soin, et merci de nous faire part de ton expérience. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction, merci à l'équipe, donc le collectif Éthique et Conscience pour cette invitation, donc avec une tentative de parler avec vous autour de autonomie ou étayage. Étayage. Je vais en parler un peu plus loin. Donc, en préparant cette rencontre, m'est venu immédiatement le mot de Paul Ricoeur, issu du texte « Autonomie et vulnérabilité », parce que l'homme est par hypothèse autonome, il doit le devenir. Paradoxe, idée-projet, comme dit Ricoeur, à la connotation quelque peu éducative. On perçoit entre les lignes cet enfant que l'on amène vers l'âge adulte, ce petit homme qui, bien entendu, vit dans la dépendance de ses parents et qui devra aller plus loin. Horizon pour imaginaire parental. En association d'idées, on pourrait dire que c'est un peu comme la vérité. C'est un concept nécessaire. Elle est néanmoins devant nous, et en aucun cas nous ne saurions dire que nous possédons la vérité. Ainsi, marqué par le devenir, nous voyons comme une image étonnante, voire surréaliste, celui qui, encore au sortir de l'enfance ou de l'adolescence, finirait par dire « Je suis autonome, je n'ai besoin de personne, j'ai acquis cette capacité de me gouverner moi-même, j'ai acquis cette possibilité de vivre par moi-même et de pouvoir me passer des autres. » On aurait envie de dire « Je suis ma propre loi » avec un grand J pour le jeu. Mais de quoi parlons-nous? Quel est cet individu hors sol qui grandirait sans altération relationnelle pour le reste de sa vie? Quelle est cette vie qui se maintiendrait sans son milieu nourricier? Et on pense aux réflexions de Canguilhem dans le texte « Le vivant et son milieu ». L'homme a de la proportion avec des parties du monde, il a rapport à tout ce qu'il connaît,
Et quand Guillaume écrit ces lignes en lien avec des pensées de Pascal, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. Comment ne pas voir ce que nous sommes, chacun d'entre nous, est issu intégralement des apports, des rencontres, des liens avec autrui, et pas seulement en période de formation et d'apprentissage. Les apports des autres tout au long de notre vie nous constituent. Norbert Elias nous le rappelle, il n'y a pas d'individu sans l'existence de la société. Individu et société en interaction permanente, inextricablement liés. Du reste, notre posture de sujet autonome est bien fragile, et les sciences sociales nous le rappellent chaque jour. Quelqu'un dans la rue vous demande de l'argent. Vous croyez décider et être maître de ce que vous donnez. Mais Joule et Beauvois, dans leur ouvrage classique maintenant du petit traité à l'usage des honnêtes gens, nous disent le contraire. Il suffit qu'on vous demande l'heure, le chemin qu'il faut prendre, qu'on vous touche le bras pour modifier votre don à la hausse par rapport à ce que vous aviez prévu, ou pas prévu d'ailleurs, de donner. C'est ce qu'ils appellent la soumission librement consentie. Notre indépendance théorique, notre capacité d'autonomie se voit rétrécie en fonction du contexte psychosocial. Vous croyez être d'une grande maîtrise de vous-même, mais comme dit saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas ». L'acrasie racontée par Julie Mazaleg, acrasie A-K-R-A-S-I-E, cette faiblesse de la volonté, cette action contre son meilleur jugement, nous fait peut-être entrer dans la pâtisserie où nous ne voulions pas aller. Nous nous étions dit que nous ne rentrerions pas dans la pâtisserie, mais nous rentrons dans la pâtisserie. Mais quel est le vrai sujet? Celui qui entre ou celui qui n'entre pas? Quel est celui qui correspond à vous-même? Le sujet est opaque à lui-même. Qui sommes-nous? Nous savons que les premiers mois de nos vies sont déterminants pour expliquer une partie de ce que nous sommes. Et nous ne le saurons jamais, justement, puisque nous n'avons pas accès à ces premiers mois, pas plus avec la psychanalyse, qui est une tentative de reconstruction, de relecture, avec la mémoire que nous en avons. Mais certes, le lien avec le psychanalyste débusquera tel ou tel mot, tel acte manqué, et nous aidera à accéder à des éléments de nous, mais en aucun cas une vérité première. Quelle est l'autonomie d'un travailleur de nos sociétés? Vraiment hors influence de sa hiérarchie? Et lorsqu'un minimum de latitude existe, l'injonction de l'autonomie le pousse à aller au-delà de ses capacités par demande sociale. Je cite Charles Taylor. Il ne suffit pas de dire que les gens sacrifient leur vie affective ou familiale à leur carrière. Cela s'est probablement toujours produit. La nouveauté, c'est que bien des gens se sentent aujourd'hui appelés à le faire, qu'ils pensent qu'ils doivent le faire et qu'ils rateront ou ne réussiront pas leur vie s'ils ne le font pas. Ainsi, nous assistons, paradoxe, à ce qu'il appelle la fabrique sociale de l'autonomie. Injonction à être soi-même, pédagogie du projet, développement personnel, théorie de la motivation, sont autant de procédés, moyens, normes diffuses, extérieures à l'individu, qui s'imposent à l'individu. Ainsi, l'autonomie, qui est en fait soumission librement consentie,
se cachent sous sa parure fringante des problèmes comme la solitude, le désarroi, la peur de basculer dans la face sombre et la désinsertion sociale sous une pression insupportable de nos sociétés. En résumé, et en citant Bruno Ambroise, d'un côté, le sujet est intérieurement déterminé par un inconscient dont il ne parvient jamais vraiment à se rendre maître. De l'autre, le sujet est extérieurement déterminé par des structures sociales ou culturelles qui affectent les conditions de ses actes. Notre autonomie sort en loque de notre tour des sciences sociales. Ajoutons à cet argumentaire des éléments de recherche contemporaine sur notre fonctionnement cérébral, en particulier ce que nous appelons émotion et raison. Nous savons que l'émotion n'est pas indépendante de la raison depuis plus de 30 ans, popularisée par les écrits d'Antonio Damasio sur l'erreur de Descartes. Mais nous savons aussi que les émotions se communiquent entre nous. La douleur, qui se manifeste dans les aires les plus émotionnelles du cerveau, se communique par le phénomène que l'on appelle l'empathie. Voir quelqu'un qui souffre, par exemple, peut nous faire ressentir la souffrance comme la nôtre, et cela est exact. L'imagerie cérébrale nous confirme qu'il s'agit bien de notre propre souffrance. La souffrance est partagée. Et il faut le comprendre comme une dimension intéressante probablement dans l'évolution de notre espèce, par exemple, pour qu'une mère se rapproche de son enfant qui crie, ou pour une communication non verbale du groupe en situation de danger. De même, ce que nous appelons la raison est un outillage cérébral visant à produire des arguments et des justifications pour faire valoir notre position au sein d'un groupe. C'est ce que nous disent Mercier et Sperber dans l'énigme de la raison. La raison, profondément, est adaptation à la vie sociale et non fruit d'un cerveau solitaire. Elle ne saurait exister et être comprise sans cette articulation à la vie sociale. Ainsi, nous reprenons à notre compte la citation de Céline Lafontaine dans La société post-mortelle. En niant l'état de dépendance de tout être humain par rapport à sa communauté, on nie sa véritable autonomie. Il nous faut inventer une conception de l'autonomie qui prenne en compte l'interdépendance. Et si ce sujet, au lieu d'être autonome, était étayé? E-T-A-I. Un été, c'est cette pièce de charpente servant à soutenir ou à épauler provisoirement tout ou partie d'un ouvrage de chantier, par exemple. C'est cet élément de soutènement en bois ou en métal disposé dans une mine pour soutenir le plafond. Cet étayage, c'est la définition que j'ai proposée dans un ouvrage « Une éthique pour le malade » avec cette proposition de l'éthique taillée dans le moule de la petite éthique de Ricoeur. L'éthique, c'est choisir la vie la moins mauvaise possible, étayée provisoirement par les moyens les moins nocifs possibles, dans le respect d'autrui vers un meilleur vivre ensemble. L'avantage de cette définition, c'est que nous nous reconnaissons tous étayés. Il y a égalisation des conditions.
Et cette égalisation m'a fait penser aux paroles de Paul. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. J'aurais envie de dire en association d'idées, il n'y a plus jeune, performant et vieux fatigué, il n'y a plus autonome et handicapé, il n'y a plus soignant et malade, mais tous, nous nous reconnaissons comme des personnes étayées. Nous sommes étayés et nous étayons d'autres personnes. C'est très important cette égalisation des conditions qu'a cherché Ricoeur dans la relation médecin-malade, à l'hôpital en particulier, car il percevait la violence potentielle dans l'asymétrie de la relation, le déséquilibre des forces en présence. Un est debout, le soignant, le médecin, l'autre couché, le malade. L'un est bien portant, l'autre fatigué, malade. Et nous le savons bien, dans une usure professionnelle, une cadence des toilettes excessive, il est facile d'accélérer ou spiller, au final peut-être de maltraiter des personnes. Cette égalisation des conditions existait dans les temps anciens. Lorsque l'hôpital s'appelait Hôtel-Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu, là où habite Dieu, les ordres religieux qui prenaient en charge les malades, mendiants et autres pèlerins, apportaient beaucoup à ces personnes. Mais ils faisaient en même temps leur salut. Matthieu 25, j'étais malade, vous m'avez visité. Ils accueillaient Dieu dans ces personnes. C'est autrement humanisant, équilibrant, que de s'occuper d'une personne non autonome et vulnérable. Le risque de violence, maltraitance est diminué dans ce regard de profond respect porté sur l'autre. Soignant, j'accueille Dieu dans la personne du malade en face de moi. Notre vie en société n'est pas une vie de sujet autonome qui se juxtapose. Notre vie en société est une vie de sujet étayé et qui étaye d'autres personnes dans un complexe mélange relationnel où celui qui donne et celui qui reçoit ne correspondent pas toujours à l'attendu. En tant que soignant, est-ce moi qui étaye la vie du malade ou bien le malade qui par sa présence étaye ma vie ? Est-ce moi qui étaye le malade en tant que visiteur, bénévole ou représentant de l'aumônerie, ou bien est-ce lui qui étaye ma vie? Cela donne davantage sens à nos existences. Je cite Norbert Elias dans La solitude des mourants. Ce qui constitue ce que nous appelons le sens, c'est une multiplicité d'hommes vivant en groupe qui dépendent les uns des autres et qui communiquent entre eux. Le sens est une catégorie d'ordre social. L'autonomie est une prétention à se suffire. On sait que ce nom et ce verbe se déclinent en adjectif prétentieux, suffisant. L'autonomie, comme le conçoit notre société, est une imposition aux autres pour qu'ils mettent en œuvre notre propre désir. On pense bien sûr au débat actuel sur l'euthanasie et Jacques Ritko a développé ça tout à l'heure. Cependant, il me faut dire un mot de ce qui me paraît le seul sens possible de l'autonomie. La véritable autonomie, la seule compréhension possible de ce mot pour moi, concerne le droit à protéger son corps, le droit à décider de s'engager ou pas
dans une démarche médicale ou de recherche scientifique. L'autonomie, comme nous la connaissons aujourd'hui et la comprenons aujourd'hui, est issue des horreurs des camps de concentration et des expériences forcées sur les êtres humains. Il ne fallait plus que se reproduise cette négation du sujet utilisé comme objet, nié dans son consentement. Ainsi, le respect de l'autonomie est inscrit en gros dans l'éthique biomédicale, en particulier anglo-saxonne. Cependant, même ces auteurs, Beauchamp et Childress, perçoivent la complexité de ce concept pour des temps plus ordinaires que les horreurs nazies et précisent dans leur introduction. Notre but est de construire une conception du respect de l'autonomie qui ne soit pas excessivement individualiste, négligeant la nature sociale des individus, qui ne repose pas sur la raison de façon excessive, négligeant les émotions, qui ne soit pas trop légaliste et minimisant les pratiques sociales. Ainsi, on le voit, même pour cette éthique, les termes utilisés sont utilisés avec des pincettes. Ce qui me paraît important dans la notion d'autonomie en pratique, c'est ce respect du corps qui fut tant bafoué dans ces sombres années. Je refuse que l'on touche à mon corps. Je refuse que l'on mette tel tuyau sur moi. Je refuse telle médication ou expérimentation. Ce droit fondamental à être préservé d'un geste, à refuser un soin, est un droit difficilement vécu en monde hospitalier, car il contraint l'autre à l'inaction, à la négociation peut-être, mais dans un respect de ce corps qui m'appartient et que l'on ne peut toucher sans mon consentement. On pense bien sûr à la parole du Christ ressuscité, « Ne me touche pas ». Dieu sait si cette notion de consentement est d'actualité, en particulier dans le domaine de la sexualité. L'autonomie de mon corps contraint l'autre et produit souvent de l'incompréhension dans le monde médical. Parfois des réflexions scandalisées. Il refuse de se soigner. Et ce n'est pas simple pour les médecins de négocier avec le patient. Cependant, encore une fois, l'autonomie ne contraint pas l'autre dans un faire éventuellement contre son gré. Encore une fois, pensons à l'euthanasie. Mon corps m'appartient, oui, mais le corps de l'autre lui appartient aussi. Ses décisions, ses choix sont à respecter tout autant que les miens. Le malade est à respecter tout autant que le soignant. Quelle est cette autonomie qui utiliserait l'autre au service de mes désirs, niant la subjectivité du soignant? L'autonomie, comme le développe notre société du « je suis autonome » poussé au bout, dans le champ médical, ne peut que produire les deux faces d'une même pièce, acharnement thérapeutique et euthanasie. Encore une fois, ce sont les deux faces d'une même pièce. L'autonome se croit seul, seul au monde, et veut tout. Dans son ouvrage « Une folle solitude, le fantasme de l'homme autoconstruit », Olivier Rey décrit bien l'aboutissement de cette logique d'autonomie. Je m'autodétermine comme étant ceci ou cela, de nos jours on dirait comme étant celui-ci ou celle-là. Pourtant, la base de notre humanité est notre inscription dans une histoire d'autres êtres, bien sûr en particulier nos parents qui nous ont précédés, éduqués, transmis une très grande partie de ce que nous sommes. Puis, cette base se poursuit, s'enrichit de tous les apports humains, expériences qui nous constituent, nous étayent en personnes profondément dépendantes les uns des autres et à tout âge de la vie.
Et dans ce sens, les décisions médicales se prennent avec d'autres, en concertation avec nos proches, en dimension familiale le plus souvent, en accueillant le regard des autres sur nos vies. Les directives anticipées n'étant là encore que pour protéger un corps d'une agression qu'il souhaite refuser. Encore une fois, pour moi, seule compréhension possible du mot autonomie. Pour conclure mon propos, je voudrais appeler de mes vœux l'équilibre individu-collectivité qu'Emmanuel Mounier a décliné comme personne et communauté, nous appelant à grandir et comme personne et comme communauté. La personne est indivisiblement chair et esprit. Elle s'oppose à l'individu interchangeable qui se fonde à la masse. À cette forte présence de la personne, toujours appelée à se construire et à se dépasser, répond la communauté, formée de personnes solidement constituées. Aucune communauté n'est possible dans un monde où il n'y a plus de prochains, où il ne reste que des semblables et qui ne se regardent pas. Chacun y vit dans une solitude qui s'ignore même comme solitude et ignore la présence de l'autre. Les deux dimensions, personne et communauté, sont intrinsèquement liées. Il est impossible d'atteindre la communauté en esquivant la personne, d'asseoir la communauté sur autre chose que sur des personnes solidement constituées. Autrement dit, dans un autre texte, la dépersonnalisation du monde moderne et la décadence de l'idée communautaire sont pour nous une seule et même désagrégation. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre pour ces réflexions fortes qui nous invitent à méditer. Finalement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. C'est pas le sens de ton propos. Et on ne peut qu'il n'y a pas l'homme est peut-être l'animal dans le règne animal, si tant est que l'homme soit un animal, c'est l'homme le plus dépendant et on nie cette dépendance. Et j'ai bien aimé ta conclusion sur la notion de personne et communauté. On n'est pas autonome sans les autres. Voilà. Et nous sommes tous très dépendants, aussi bien pour le plombier que pour les soins et l'aide et l'entraide. Donc la place est à la réflexion, aux questions. Voilà, je vois qu'il y a des bras qui se... Non ? Oui, merci beaucoup, c'était vraiment tout à fait passionnant. Bien. Deux questions, deux remarques en forme d'interrogation. D'abord sur la notion, mon corps est à moi. Est-ce que le corps est dans la dimension de l'avoir ou dans la dimension de l'être? Est-ce que le corps est dans la dimension de l'avoir? Est-ce que je suis pas plutôt, je suis mon corps? Deuxième remarque sur personne et communauté. Tout à fait d'accord. Mais la communauté est faite de gens qui se connaissent, qui sont en interaction. Et alors, la grande interrogation, c'est communauté et société. Parce que la société, elle, est faite de gens qui ne se connaissent pas et qui imposent finalement une loi qui est extérieure, voire déshumanisante. Oui, ben on peut peut-être plaider justement pour une société qui se rapproche ou qui soit davantage intriquée avec l'humain et la personne quand même. Bon, donc, après, c'est vrai que j'ai pas fouillé cette question du corps, avoir son corps ou être son corps. Je pense que c'est important. Oui, tout à fait. Mais peut-être que vous pouvez argumenter davantage par rapport à ça. Je l'ai vu plutôt, pour moi, comme voulant dire quelque chose sur la dimension d'autonomie comme étant la dimension de défense que l'on a en milieu hospitalier en particulier et qui me paraît s'imposer. Et donc c'est vrai que du même coup, je l'ai plus positionné en dimension de défense, de barrière en quelque sorte. Mais bon,
j'ai pas fouillé plus la dimension philosophique de cette dimension être et avoir, c'est vrai. Si nous pouvions revenir 14 ans en arrière, le premier colloque s'intitulait « Mon corps est », avec le S entre parenthèses, moi. Donc E-E-S-T et E-T. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai un bémol à dire sur mon corps est à moi, c'est mon corps. Je vais faire part d'une expérience que j'ai vécue. Je suis psychiatre et j'ai eu l'occasion de m'opposer au corps de plusieurs de mes patients et entre autres un qui me disait mais c'est mon corps, et moi je voulais autoritairement lui faire la piqûre ad hoc qui faisait que depuis des semaines ce brave garçon amenait tout le monde en bourrique et que l'équilibre du service hospitalier était mis à mal par ce brave garçon. Donc mon corps, ton corps, mon pauvre ami, votre corps, je m'en occupe. Donc voilà, j'ai pu, en dehors du cadre de la loi, parce que nous, au milieu psychiatrique, nous avons un cadre légal qui peut nous permettre de soigner sous contrainte. En dehors de ce cadre légal, où on soigne sous contrainte, et en dehors de ce cadre légal où l'on soigne sous contrainte, là, en l'occurrence, l'expérience que je donne, il n'y avait pas du tout de cadre légal, il y avait quelqu'un qui avait perdu la raison et qui se mettait en danger et mettait en danger les autres. Dans mon corps, niet. Voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec vous, d'autant qu'il y a une dimension de collectivité qui fait qu'effectivement on met d'autres personnes en danger. Je crois que c'est quand même important, en particulier pour nous soignants, et Pierre-François le confirmera, mais d'avoir ce recul par rapport aux gestes que nous posons, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait extérieur, et si l'on enlève nos blouses blanches, mais qu'est-ce qu'on fait sur les personnes qui sont là? Et le monde de la réanimation est un monde qui fait peur et qui contraint de façon très dure. Moi, ça m'arrivait de dire le monde de la réanimation, c'est un monde de torture. Et donc, du même coup, toute une réflexion aussi. Il faut en sortir. Le but n'est pas d'y rester. Donc, avec toute cette discussion autour de qui on accepte ou pas en réanimation. Et du même coup, en psychiatrie aussi. On est obligé de prendre en compte les gestes qui sont posés avec toute une réflexion éthique. À chaque fois, les gestes, on les pose pas, quel sens ça a? Et ça, c'est très très important. Et dans un travail quotidien, j'ai envie de dire, nombre de collègues ne se posent pas toujours ces questions. Je vous remercie, docteur, pour votre éclairage, surtout sur l'étayage, parce que c'est quelque chose qui est moins connu que l'autonomie. Par contre, il y a un petit complément que j'aimerais entendre de vous, c'est la notion de la peur de l'autre. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait cette relation un peu difficile, parce que cette peur est un peu ancrée en l'homme, et même si on sait que le professionnel est compétent, il y a malgré tout le risque d'erreur, etc., qui est normal. Alors, cette peur, comment l'atténuer, si je puis dire? La peur de l'autre. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à votre question. J'aurais envie de dire comme ça que ça passe par une acceptation que l'autre peut se tromper aussi, et donc je pense qu'il y a une forme de relativisation à avoir. On est passé, je crois, d'une société, il y a 2 siècles, une société très forte, très, très importante, où l'individu n'existait pas, à une société qui devient de plus en plus individualiste, où on a l'impression que notre existence, c'est le tout et il n'y a rien d'autre. Et en tout cas, en avançant dans le chemin de la vie, personnellement, je me dis que plein de choses peuvent advenir et cette... Comment on pourrait dire ça? Oui, on peut se tromper, oui, la personne en face peut se tromper, j'attends d'elle plutôt une dimension humaine. Je crois que je préférerais avoir un médecin en face de moi humain qui peut se tromper qu'un médecin hyper technicien qui me méprise. Et ça, notre société n'est pas toujours encline à ça.
Notre société veut un super technicien et notre système de soins est de plus en plus basé là-dessus, sur les dimensions techniques, avec des rétributions à la technique. Mais oui, le médecin peut se tromper, le soignant peut se tromper, oui. Oui, c'est une réalité. Et peut-être qu'une acceptation. Même le meilleur. Même le meilleur en plus, oui. Et même heureusement. Et même heureusement. Et même heureusement, parce que c'est l'erreur qui peut être féconde. Répète-le. Heureusement parce que c'est l'erreur. Heureusement parce que c'est l'erreur qui est féconde, voilà. Mais du même coup, il faut que le malade accepte cette dimension. Je crois que l'individualisme poussé au bout actuellement veut tout verrouiller, veut tout prévenir, une assurance sur tout, pour tout. Et on le voit bien d'ailleurs pour cette question de la fin de vie. Plutôt que de prendre un risque que la fin de vie se passe mal, il vaut mieux que je fasse une euthanasie. Je crois que c'est grave au niveau de notre société et pour les conséquences qui vont en découler, ce que Jacques Ricot disait. Donc effectivement, une fois que on a commencé dans ce sens, les conséquences ultérieures, pas sur 2 ou 3 ans, mais sur des décennies, vont être dramatiques, bien sûr. Ça marche. Oui. C'est pas une question, ça serait juste peut-être essayer d'apporter un éclairage, ou vous demander d'apporter un éclairage sur la question qui avait été soulevée là, sur l'acceptation du patient, que le médecin ou le soignant peut se tromper. Pour pouvoir diminuer la peur chez le patient, il me semble que c'est aussi important que le patient puisse aussi... que le médecin puisse aussi accepter la peur du patient. Et c'est souvent cette peur qui fait miroir. Vous parliez tout à l'heure de l'empathie, donc les neurones miroirs. Et peut-être que c'est une des clés aussi pour faciliter la relation et non pas de vouloir convaincre le patient, mais ça va être d'accepter que le patient en est là où il en est, quoi. Le patient refuse peut-être ce traitement et il n'y a pas à le convaincre. Et peut-être que de ne pas chercher à le convaincre, ça va lui permettre de faire baisser ses peurs et finalement d'accepter le traitement. Moi, il me semble que plus on cherche à convaincre, plus on va créer de la résistance. Et donc, ça a vraiment cette acceptation réciproque, quoi. Et pour diminuer la peur du patient, c'est au soignant de travailler sur ses propres peurs pour pouvoir accueillir les peurs des patients, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment une question, mais je remarque qu'entre les 2 interventions que nous avons entendues, il y en avait une qui élargissait, approfondissait les questions qu'on se pose souvent sur la fin de vie, notamment de manière schématique, et du coup on entre dans des débats totalement inutiles. Alors la deuxième, vous preniez position personnellement en fonction de votre expérience, avec autorité d'ailleurs, et vous avez amené à une proposition, enfin je crois avoir bien comprise, qui est concrète et qui pourrait me servir, puisque ces directives anticipées, quand on s'assoit devant une feuille et qu'on se dit, bon, à l'âge que j'ai, il sera temps quand même d'y penser, eh bien, moi j'ai réalisé que c'était presque infaisable. Donc là, le fait que vous avez donné une clé, enfin j'ai pensé que c'était ça, ce que je refuse qu'on fasse sur moi ou avec moi, enfin voilà. Et ça, je vous suis reconnaissante, je vais réessayer. Oui, pour dire justement que la loi de 2016 a changé par rapport à la loi de 2005, c'est-à-dire qu'avant la loi de 2005, on devait convaincre le patient d'avoir le traitement qu'on pensait bien pour lui, alors que la loi de 2016 a changé ça et on n'a plus lieu d'essayer de le convaincre, on doit simplement lui demander de réitérer en fait sa décision. Donc ça faisait partie, bon, Jacques Ricot a dit qu'il n'y avait que 2 petites choses dans la loi de 2016 qui avaient changé. Il y a quand même un certain nombre d'autres choses, comme le mot souffrance qui remplace le mot douleur, quand même quelque chose d'important, l'alimentation et l'hydratation artificielle qui sont des traitements. Enfin, il y avait quand même quelques petites choses supplémentaires, mais en tout cas le fait qu'on ne doit plus convaincre un patient du bien fondé d'un traitement. C'est la loi. Il faut l'appliquer. Ne vous asseyez pas, cher professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.